On était hier, Anthony, avec Yvon Graïc, le président de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime. On était également avec le docteur Bruno Burel, qui est aussi le président de France Asso. France Asso Santé, j'y arrive. France Asso Santé pour la Normandie. On parlait problématique médicale. La une du jour de Paris-Normandie, elle est claire, elle est impactante. Il y a urgence à donner. Évidemment, on parle de sang. Et oui, puisqu'il n'y a pas que le coronavirus dans la vie, il y a aussi d'autres pathologies qui nécessitent des traitements, notamment des pathologies... des médicaments qui sont réalisés à base de plasma, et l'EFS alerte partout en France, mais aussi spécifiquement en Normandie, sur des dons de sang au plus bas, des stocks au plus bas. Donc voilà, ils appellent à la mobilisation rapide parce que voilà, avec la période estivale qui est déjà généralement peu favorable aux dons, là ils s'alarment de voir qu'ils ne vont pas pouvoir tenir les stocks si on n'y va pas un peu plus. Donc voilà, Sylvain, je ne sais pas si vous donnez, mais il est temps. Il y aura même une journée spéciale dimanche pour aller donner son sang. Donc voilà. Bon, d'ailleurs, ça tombe bien puisque on est mercredi, on est en direct bien sûr, et puis après-demain, vendredi, nous reviendrons avec un invité sur cette problématique des dons de sang qui est très importante. Céline, vous donnez votre sang de temps en temps ? Alors j'ai honte de l'avouer, mais non. Alors il y a une raison, je ne sais pas s'il y a de bonnes raisons pour ne pas donner, mais quand je dois faire des prises de sang pour raison médicale, les infirmières ne trouvent jamais mes veines, mais jamais. Je peux rester 10 minutes, un quart d'heure, on me pique dans la main, voilà. Donc c'est vrai que voilà. On peut considérer que c'est une bonne excuse. Voilà, je ne sais pas s'il y en a une bonne excuse, mais voilà, c'est pour cette raison. Voilà. Au cours de cette, on va peut-être pas faire le tour du plateau. Non. J'aimerais beaucoup, mais c'est interdit. Voilà. Alors. Nous allons passer au cours de cette heure ensemble en direct par Le Havre pour deux raisons différentes. Restez avec nous, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. On va parler aussi d'événementiel. Vous savez, ce secteur qui a vraiment pris... pardonnez-moi l'expression, mais qui a pris cher dès le début de la crise sanitaire. Et on va être tout à l'heure en direct avec l'un des derniers hommes courageux ou inconscients, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas qui organise des shows aériens. C'est lui qui a organisé le show aérien de Deauville l'année dernière avec la Patrouille de France. On sera également avec un représentant de l'équipe municipale de Deauville. D'autres choses encore. Mais tout de suite, pour commencer, je me retourne vers Céline, qui peut-être a les yeux qui brillent un peu plus que ces dernières semaines parce que les sorties vont revenir. Alors ça reprend doucement, faut quand même être honnête, parce que par exemple là, ce week-end, il aurait dû se tenir le marché africain Africaboom à Rouen, qui est un événement qu'on aime beaucoup, très coloré avec beaucoup d'artisanat, etc. Bon, ça par exemple, ce marché africain, il a été annulé il y a assez longtemps et il n'aura pas lieu. Ce qui reprend en fait, c'est les établissements qui rouvrent, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans les restaurants, vous pouvez aller dans les bars, vous pouvez aller faire un laser game. Vous pouvez faire, alors dans certains, un escape game. Donc vous pouvez sortir, vous pouvez faire des activités. Le 22 juin, vous pourrez aller au cinéma. Donc voilà, en ce moment, c'est surtout les établissements qui rouvrent peu à peu. Mais les événements, pour l'instant, sont encore à l'arrêt. Je dis pour l'instant parce que cet été, ça va un petit peu bouger à Rouen. Il y a par exemple la cathédrale aux Lumières, c'est ça qui revient à Rouen. Alors on a pas mal d'événements où la ville ou la métropole ont statué. Donc cathédrale de Lumière aura bien lieu si ils ont les autorisations définitives, c'est-à-dire qu'ils attendent le 22 juin, il y a un dossier qui a été déposé en préfecture, mais normalement la volonté de la métropole c'est bien de maintenir Cathédrale de Lumière, donc ça débutera normalement le 4 juillet, donc avec deux projections cette année, deux projections qu'on a déjà vues, c'est Première Impression et Jeanne d'Arc. Le 4 juillet, c'est aussi le début de Normandie impressionniste. Alors au niveau de la Normandie, parce qu'à Rouen, les expositions, elles commencent le 11 juillet. Mais le 4 juillet, ce sont les musées qui rouvrent à Rouen. Le 4 juillet, c'est aussi la réouverture de l'Historial Jeanne d'Arc et du Panorama XXL. Le Panorama XXL qui accrochera une toile consacrée aussi à l'impressionnisme. Ce sera une nouvelle création de l'artiste Yadigar Azizi et l'une des dernières, parce qu'on sait que le Panorama XXL vit ses derniers mois. D'ailleurs, pour celles et ceux qui vous écoutent, Céline, qui se demandent peut-être quel sera le thème un peu plus précis de cette toile, on a une idée ? Alors, en fait, ça va reprendre l'une des toiles des cathédrales de Monet. Mais il faut l'imaginer en 360 degrés, en gigantesque. Donc, c'est pour coller au Festival Normandie impressionniste.
Il y a aussi des mauvaises nouvelles pour cet été. Il y a les terrasses du jeudi. On sait que les terrasses du jeudi n'auront pas lieu cet été. Le festival Un soir à l'être / Un soir au jardin, donc le festival de théâtre en plein air qui avait d'abord lieu à l'Être Saint-Maclou, puis ensuite au Jardin des Plantes pendant les travaux de l'Être Saint-Maclou, ce festival n'aura pas lieu non plus. Il y a aussi des annonces qui n'ont pas été faites. Je pense au festival Vibration, qui est un festival très sympa, toujours au Jardin des Plantes à la fin de l'été, festival de musique où on écoute des siestes musicales sur des transats, etc. J'ai eu le programmateur la semaine dernière. Lui, pour l'instant, maintient le festival, mais je pense que ça va dépendre des nouvelles annonces qui vont être faites fin juin. Et je pense aussi, par exemple, à la Friche Lucien. La Friche Lucien a ouvert ses portes, mais en mode bar, parce que pour l'instant, tous les concerts, tous les événements publics qui étaient prévus cet été à la Friche Lucien, pour l'instant, sont annulés. On peut juste, c'est déjà hyper sympa, on peut aller y boire un verre, faire une petite partie de pétanque, etc. Je en profite pour saluer David, Claudine, Mathieu, Nathalie, Françoise et d'autres encore. Merci à vous de nous faire un petit coucou. Il y a Claudine, Céline qui vous écoute et qui demande quel est le thème de cette année. Je pense peut-être qu'elle pense à Normandie impressionniste. Est-ce que vous avez un peu plus de détails ? Non, alors non. En plus, chaque exposition est vraiment différente. À Rouen, il y aura 9 expositions, vraiment 9 expositions consacrées à l'impressionnisme. Par exemple, on peut citer celle au Musée des Beaux-Arts de Rouen, qui sera consacrée à la donation François Depeau. François Depeau, c'est lui qui a constitué toute une partie des collections de Rouen. Il y a aussi une très belle exposition sur l'herbier de Giverny, parce que voilà, apparemment Claude Monet. Justement, on parle d'impressionnisme, Giverny, les jardins rouvrent. Voilà, tout à fait, oui. Là, je parle de Rouen parce que c'est mon domaine, mais évidemment un peu partout il y a des établissements qui rouvrent. Rouen-sur-Mer. Rouen-sur-Mer, c'est maintenu du 4 juillet au 2 août, dans des conditions qui restent à déterminer, bien sûr, mais la ville m'a dit je vais pouvoir aller étaler ma serviette à Rouen-sur-Mer cet été. J'ai eu la garantie. Mathieu nous demande est-ce qu'il y aura quelque chose autour de la Seine ? Alors, non, pour l'instant, il n'y a Quel rien... que soit d'ailleurs le thème ou l'endroit. Oui, tout à fait. Non, pour l'instant, il y a eu des idées de fête de la Seine, etc. Notamment, on en a beaucoup parlé pendant les élections municipales, mais cet été, a priori, non. Je précise tout de suite, c'est tout de suite vous, Frédéric, parce qu'il trépide, Frédéric, mais il a raison. Il veut me poser une question. Il a raison. Non, simplement, puisqu'on donne des infos sur les coulisses de ce programme et sur ce qui se passe en plateau, sachez que Céline Bruet nous informe de tous ces faits et sans aucun prompteur. C'est à signaler. Non, sans on note, pourrait se demander, voilà. Mais sans aucun prompteur. C'est ça. Vous non plus, vous n'en avez plus. Vous n'en avez pas. J'ai horreur des prompteurs. Oui, mais non, mais moi j'étais bercé, j'étais émerveillé par la diction fluide et parfaite de Céline, et je me disais, tiens, on pourrait croire qu'il y a un prompteur. Qu'on conçoit bien s'énonce clairement. Je voulais vous demander, Céline, est-ce que l'annonce de la fin de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet, si je ne me trompe pas, risque de modifier un petit peu l'organisation des événements ? Est-ce qu'il y a certains qui pourraient s'organiser à la dernière minute ? Mais je pense par exemple effectivement aux concerts, notamment à la Friche Lucien et au Festival Vibration, parce que pour l'instant, effectivement, on a annoncé que les salles avaient rouvert, mais elles ont rouvert en fait administrativement, elles organisent les saisons, etc. À part le Théâtre à l'Ouest qui lui a vraiment rouvert et propose des spectacles depuis vendredi dernier, toutes les autres salles, voilà, pour l'instant n'ont pas rouvert au public. Et je pense que la fin de l'état d'urgence va pouvoir effectivement agir sur ces grands rassemblements, que ce soit concerts ou manifestations autres. Françoise nous rappelle, et merci de le faire, que le Musée des Beaux-Arts est un très beau musée. Et puis Claudine nous dit, par rapport à certains événements qui ne sont pas encore en ordre de bataille, qui ne sont pas encore ouverts, elle dit on pourrait peut-être finalement ouvrir, mais avec des petits groupes, en respectant des éléments de distanciation. Mais ça, bon, évidemment, ça incombe aux organisateurs et c'est sans doute pas facile. Mais là, déjà, c'est vrai que c'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que les gens qui vont pouvoir aller à Normandie impressionniste ou faire certains événements, ça va être dans des conditions privilégiées. Enfin, moi, j'ai fait la réouverture du parc de Clerc, par exemple. C'est que 25 personnes par créneau. C'était il y a 2-3 semaines. Voilà, oui. Parce que c'était dans le cadre des parcs animaliers, le parc de Clerc, donc ils ont été parmi les premiers à pouvoir ouvrir à partir du 11 mai. Donc voilà, on était 25 dans tout le parc, alors que d'habitude, il y a des centaines de personnes. Donc j'ai vu les animaux comme jamais. Donc c'est vrai que d'un autre côté, les événements sont limités, mais de l'autre, on va pouvoir apprécier des tableaux, apprécier des œuvres, apprécier des artistes comme jamais on a pu les apprécier. Oui, Françoise, vous avez raison, Céline est passionnée, ça se sent et ça se voit. On passe maintenant à la chronique du web avec Frédéric Borguineau.
C'est déjà à moi. Alors, rapidement, avant d'en revenir à l'Armada, comme vous l'avez teasé en début d'émission, je voulais vous parler d'un article qui a super bien marché sur Paris-Normandie. Ça concerne les moines de l'abbaye de Saint-Vendry qui vendent en urgence 2000 bouteilles de bière. Qu'il faut acheter parce qu'en fait ils ont beaucoup brassé. Ils ont le stock sur les bras. Voilà, ils ont le stock sur les bras. Donc je vous invite à aller sur notre site internet, vous verrez, c'est le numéro 1 des articles les plus lus. Et puis vous pourrez acheter des bières locales, normandes. À quel tarif? Sûrement très bonnes. Alors c'est 6,20 € à peu près la bouteille de 50 centilitres. C'est de la bière locale, artisanale, et je pense que ça vaut le coup. Et un peu cher quand même, mais bon, oui, c'est effectivement... C'est pour la bonne cause. Oui, c'est pour la bonne cause. Et pourquoi on n'a pas d'exemplaires, là, Frédéric? Parce qu'il les a bu. C'est pas moi qui ai réalisé l'article, et je prends jamais de cadeaux quand je vais en reportage. L'éthique du journaliste, important. Je peux en acheter. Je peux en acheter. Autre sujet, c'était il y a un an, quasiment presque jour pour jour, il y avait le début de l'Armada à Rouen. Quel moment incroyable, 4 millions de visiteurs sur les quais de Rouen. Je pense qu'on s'en souvient tous, et voilà, je voulais vous proposer ce petit best-of d'images assez sympas qu'on a pu vivre l'année dernière. Alors, il n'y avait pas le coronavirus. C'est vrai qu'à la fois, c'était il n'y a pas si longtemps, Frédéric, juste un an, et puis en même temps, avec tout ce qui s'est passé depuis, on a l'impression que finalement, il y a beaucoup plus longtemps que ça. Heureusement que ça a eu lieu l'an dernier, d'ailleurs. Heureusement que ce n'était pas prévu en 2020. Ah oui, mais ça aurait été compliqué. Ouais. Merci Frédéric, on déguste ces belles images, c'est toujours un bonheur. On enchaîne parce que rappelons-nous qu'il y a des auditeurs de radio qui nous écoutent. Tout à fait. Oui, et la musique ne suffira pas cette fois-ci. Voilà, pour nos auditeurs, voilà, on avait la chance d'avoir un bateau à Paris-Normandie, qu'on a pu voir les bateaux depuis la Seine. Il y avait aussi un pool d'images dont vous faisiez partie, je crois, Sylvain, sur les drones. Là, on est en train de voir un feu d'artifice vu d'en haut. C'est quand même assez rare. Et là, il y en avait un tous les soirs, si mes souvenirs sont bons. C'était un moment incroyable. Je pense que les Rouennais, les Normands et les personnes du monde entier ont dû apprécier ce moment, et vivement que ça revienne. On a reçu, il y a quelques semaines, Anthony, on a reçu le président de l'association de l'Armada, Patrick Air, et effectivement, il nous a dit à quel point il avait, entre guillemets, pardonnez l'expression, eu chaud à un an près, vous le rappeliez, l'événement, bien sûr, le voilà Patrick Air, d'ailleurs, on le voit dans sa Jeep, sa commande car, saluer la foule, un peu comme un Kennedy dans les années 60. Voilà, merci beaucoup Frédéric de ces belles images. Sinon, bien sûr, le Covid-19 passionne toujours parce qu'on est toujours avide d'informations, les meilleures qui soient, et d'ailleurs la presse régionale et Paris-Normandie est là pour les donner. Mais indépendamment de cela, qu'est-ce que vous constatez qui passionne sur le web en ce moment ? Clairement, en ce moment, c'est la mort de George Floyd qui mobilise partout dans le monde, et en Normandie. Vous avez fait vivre il y a vendredi dernier un direct à Rouen sur la manifestation qui a près de 2000 personnes. Hier ou avant-hier, c'était au Havre. Vous avez pu suivre aussi le direct sur Twitter par Christophe Rébou. Donc voilà, on parle de ça principalement sur les réseaux sociaux, et puis il y aura peut-être d'autres mobilisations qui vont s'organiser en Normandie, notamment à Rouen. Et est-ce qu'on sent aussi un attrait pour les sujets liés à l'affaire Adama Traoré ou... Bien sûr, c'est forcément lié. Sa sœur enchaîne. On l'a beaucoup vu sur les plateaux télé hier soir, tout à fait, notamment dans le quotidien. Ouais. Très bien, on va maintenant changer de registre. L'Armada, c'était de l'événementiel, on va rester dans l'événementiel avec Laurent Cahuzac. Il est en ligne avec nous en visio. Bonjour Laurent Cahuzac. Bonjour Sylvain, bonjour. Alors, vous allez me pardonner Laurent, je vais vous qualifier de fou, d'inconscient, d'irresponsable. Pourquoi ? Parce que vous êtes le dernier en France qui est capable d'organiser des shows aériens avec la Patrouille de France dans le cadre d'une société privée. Ça n'existe plus, vous êtes devenu le seul. Et oui, comme vous l'avez dit, effectivement, alors je ne sais pas si on peut qualifier de fou, c'est une folie qui est maîtrisée, qu'on a... Alors, excusez-moi, pour que nos auditeurs et nos viewers comprennent, effectivement, ça n'était pas de l'irrespect à votre égard, c'est simplement parce que c'est tellement complexe, vous prenez tellement de responsabilités sur les épaules aussi en termes de sécurité, que voilà pourquoi j'utilisais ces termes. Oui, vous avez raison, c'est vrai que c'est une passion, c'est une vocation, on a inventé un métier, on l'a structuré,
et nous sommes aujourd'hui effectivement les seuls en France à pouvoir produire des événements aériens sur tout type de lieu, que ce soit effectivement sur une plage, au-dessus d'un lac, en montagne, ou sur un aérodrome ou un aéroport. On voit d'ailleurs, je vais vous laisser continuer Laurent, on voit ces images qui datent d'il y a un an. Vous avez été l'organisateur avec la ville de Deauville du premier meeting aérien avec la Patrouille de France à Deauville. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, c'était un très bel événement qui a été initié par Éric Couder, donc de la mairie de Deauville, et qui a eu effectivement l'audace de pouvoir proposer cette animation de qualité à une ville qui était déjà reconnue au niveau national et au niveau international. Et on a eu la chance, effectivement, dans une première édition, d'avoir marqué durablement les esprits et d'avoir fait, je pense, à notre niveau, rayonner également la ville de Deauville autrement que par un festival de cinéma, d'équitation ou autre, et grâce à la Patrouille de France. Alors on sait que les shows aériens passionnent toujours le grand public. On voit l'affluence qu'il y a par exemple à chaque salon de l'air et de l'espace du Bourget. Mais évidemment, cause Covid, tout s'est écroulé pour vous cette année. Et oui, tout s'est écroulé. Les rassemblements effectivement, de milliers de personnes ont été interdites, même de peu de personnes ont été interdites. Nous, c'est particulier puisque nous arrivons sur nos événements à attirer jusqu'à 200 000 personnes. Donc, effectivement, il est compliqué aujourd'hui de mettre en place des mesures barrières sur des plages ou sur des aérodromes pour accueillir autant de personnes. On a été victime, bon, c'est une décision d'État qui est historique, où l'État effectivement a choisi de faire main morte sur l'économie au profit de la santé. Donc on le respecte, c'est très bien. Et on tient quand même à souligner les mesures qui ont été prises au niveau économique pour pouvoir mettre tous nos salariés en chômage partiel. Plus compliqué que nous les dirigeants. Moi je suis dirigeant d'une SARL, voilà. Donc c'est plus complexe, les dossiers sont plus longs à mettre en place et on a été effectivement entre guillemets dédommagés. Et là concrètement, quelles sont vos perspectives pour les prochains mois en termes d'événements ? Alors nous, on est impatient d'attendre ce qui va se passer à partir du 1er septembre, où là, on espère effectivement que les événements de plus de 5000 personnes seront autorisés. Après, dans quelle mesure? Nous avons un gros événement à livrer à Sainte-Maxime au mois d'octobre, où justement, on attend à peu près 200 000 personnes. Et donc, on va voir effectivement à quelle sauce, entre guillemets, on sera mangé. Et qui sont vos clients, généralement ? Alors aujourd'hui, nous avons deux types en fait d'activités. Soit nous produisons nous-mêmes nos événements, donc à partir de là, c'est nous qui mettons entre guillemets l'argent sur la table avec l'aide de partenaires privés, où nous sommes opérateurs techniques de clients, essentiellement des municipalités, des collectivités, qui ont envie effectivement d'arriver à faire rayonner leur ville via un événement aérien. Frédéric Borghino, je le répète pour ceux qui nous auraient rejoints là depuis quelque temps, vous qui êtes en charge d'une partie de la communication web chez Paris Normandie, dans la couverture d'un meeting aérien, qu'est-ce qui vous intéresserait? Quel angle, quel sujet vous aimeriez traiter? Alors, moi je suis fasciné, vous savez que je suis né à Salon de Provence, c'est la ville où la Patrouille de France s'entraîne. On la voit la Patrouille de France. Là. Vraiment très heureux de revoir ces Mirage 2000, il me semble. Alpha Jet. Des Alpha Jet, la Patrouille de France. Tout à fait. Mais en fait, ça me faisait penser, je voulais vous demander, Laurent Cahuzac, comment on fait justement pour réserver la venue de la Patrouille de France? Ça doit être compliqué. Alors oui, effectivement, c'est compliqué et la Patrouille de France ne se réserve pas. C'est une patrouille acrobatique militaire qui fait partie en fait des ambassadeurs de l'armée de l'air et qui a pour vocation, de créer des vocations au niveau des jeunes pour que les gens puissent devenir pilotes de chasse, et ensuite aller pour démontrer en fait le savoir-faire technique et français en matière militaire. Et donc la Patrouille de France se produit en France et à l'étranger dans le cadre de meetings aériens ou de salons aéronautiques. Et elle est là également en support d'événements prestigieux pour justement donner l'aura et l'éclat d'un événement type Coupe du Monde de football ou Roland-Garros ou autre. Alors, on a justement en ligne Laurent Cahuzac qui nous rejoint parce qu'on a pensé que c'était bien de vous avoir ensemble puisque vous faites équipe pour la réalisation de ces événements. Éric Couder qui fait partie de l'équipe municipale qui est élue, l'équipe municipale de Deauville. Vous êtes là, Éric Couder, vous êtes avec nous ? Ah, on est en train de l'avoir en connexion. Pendant ce temps-là, nous voyons la patrouille de voltige de l'armée de l'air. C'était il y a un an à Deauville. On voit Philippe Augier, le maire de Deauville, avec vous, Laurent Cahuzac. Et vous avez déjà pu voler avec eux, Laurent Cahuzac? Ils vous ont déjà emmené faire un petit tour? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir voler avec la Patrouille de France en 2003, mais dans le cadre d'un reportage télévision que j'avais fait à l'époque pour RFO. Et alors, comment ça s'était fini, Laurent Cahuzac, le vol avec la Patrouille de France, pour vous? Alors, c'était le rêve d'une vie. J'avais effectivement essayé de trouver différentes façons de pouvoir, d'abord, la mettre en valeur, avec un angle un peu différent de ce qui s'était montré. Et donc, j'avais suivi, en fait, l'arrivée d'un nouveau pilote qu'on appelle un Schtroumpf. Et c'était le futur charognard et futur leader. Et je l'ai suivi pendant 6 mois, en fait, dans ses différentes missions, jusqu'à ce qu'il a acquis
acquiert sa place à la Patrouille de France. Et pour faire voir effectivement aux gens l'exigence du métier et les contraintes physiques, eh ben, j'ai proposé à l'armée de l'air d'embarquer à bord de ces avions-là et de faire ressentir en fait aux téléspectateurs les contraintes et la difficulté du vol. Et j'ai essayé de retranscrire avec mes mots, mon émotion, ce que j'ai vécu en l'air. Et c'est le rêve d'une vie. C'est très très difficile à raconter parce que ce sont des sensations qui sont extraordinaires. Une vision des avions autour de vous qu'on ne voit pas ailleurs. Hein. Et voilà, c'est une grande émotion. Et je fais partie effectivement des rares civils qui ont pu embarquer à bord de cette prestigieuse patrouille. Du coup, vous avez absorbé combien de G lors de ce vol ? Alors en fait, le nombre de G, si vous voulez, c'est pas trop ce qui est impressionnant, c'est la proximité des avions en fait quand ils sont au décollage jusqu'en vol. On a des avions qui sont entre 1,50 m et 3 mètres de vous dans les 3 dimensions. Après, pour prendre notre question, sur certains types de figures, on peut prendre effectivement jusqu'à moins de G, jusqu'à plus 7 ou 8 G. Ce sont des G en continu. Hein. Il faut savoir que des avions de voltige, on prend des G plus violents, qui sont même à l'ordre de 10 à 11 G, mais ce sont des G instantanés. Alors que la Patrouille de France, pour faire une boucle par exemple, on peut mettre effectivement 30 secondes à la faire, donc on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 G, mais on continue, donc effectivement c'est très éprouvant. Et les pilotes, même à l'issue de chaque vol, arrivent à perdre 2 à 3 litres d'eau. Alors je précise, Laurent Cahuzac, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, que quand on dit que vous prenez entre guillemets 7 G en vol, ça veut dire qu'à ce moment-là, on pèse 7 fois son poids. Donc on est complètement écrasé dans le siège de l'avion. C'est très impressionnant. Hein. Et que même à partir de 5 G, je précise, on peut même perdre la vue. Alors temporairement, hein, c'est quelques secondes, le temps que l'accélération rediminue. Oui, alors c'est vrai parce que les pilotes de chasse, eux, sont entraînés pour ça. Hein. C'est un quotidien où tous les jours, ils s'entraînent. Quand on est un civil, la seule comparaison qu'on pourrait essayer d'avoir, c'est peut-être dans un grand 8, un petit manège où le ventre remonte et à la fin effectivement de la boucle, on est un peu écrasé. Mais en sensation, prendre déjà 3, 4 G ou 5 G, ça n'existe pas dans le monde civil. On peut le faire qu'à bord de ces avions-là. Et quand vous prenez effectivement 7 G avec tous les avions qui sont à 2-3 mètres de vous, effectivement, c'est impressionnant déjà de voir comment les pilotes arrivent à résister à cette pression physique, mais bon, c'est de l'entraînement, et ensuite arrivent à tenir leur place par rapport aux équipiers. Donc c'est une confiance absolue qu'ils auront aux uns des autres. Et c'est vrai, quand on est un peu néophyte et qu'on rentre là-dedans, on se dit waouh, où est-ce qu'on a mis les pieds. J'avais eu l'occasion d'assister aux répétitions juste avant qu'ils partent en vol. Ils répètent leur ballet assis dans une pièce avec une concentration étonnante et on sent que tout est vraiment millimétré. Enfin, c'est extrêmement beau à voir, même juste comme ça dans une pièce. Oui. Ils communiquent par des codes et on les voit en fait mimer les gestes qu'ils réalisent dans l'avion aux commandes. Enfin, on sent que voilà, c'est un travail d'orfèvre quand on est là-haut. Oui, vous avez raison, ça s'appelle le briefing, hein, et puis le leader déroule sa musique, comme il dit, c'est un chef d'orchestre. Ce briefing-là sert à 3 choses. La première, c'est ramener un peu les pilotes dans le vol, donc, parce qu'ils ont été sollicités auparavant par différents médias ou autre chose. Donc ça permet d'avoir un moment effectivement de calme entre les pilotes pour dire, alors, voilà, la mission va se dérouler dans 1 heure. Le briefing se passe à huis clos. Très peu de monde sont autorisés effectivement à vivre ça. Et ensuite, à la seconde près, quasiment, le leader redonne effectivement ses ordres. On voit les pilotes suivre également le leader par rapport à ses ordres. Et donc, au niveau du timing, on est quasiment au sol, au même minutage qu'en l'air. Question, Deauville, ça va se refaire l'année prochaine ? Alors oui, ça va se refaire. J'ai eu justement Eric Couder qui me l'a confirmé. Voilà, on a eu la chance d'avoir des partenaires privés qui étaient vraiment d'une extrême gentillesse, disponibilité pour encourager cet événement-là. Il l'était également cette année. Et puis donc oui, la majorité des partenaires, dont la ville, voilà, nous a manifesté le souhait de raccueillir cet événement l'année prochaine. Laurent Cahuzac, combien ça coûte à organiser un événement comme ça ? Alors en fait, si vous voulez, on peut décomposer le budget en 3 parties. Une partie avion, voilà, donc les différents acteurs. On a des avions civils, des avions militaires. On a ensuite l'organisation qu'il y a autour, donc c'est-à-dire la logistique, les pilotes à nourrir, à loger, des voitures à fournir pour amener les pilotes d'un point A à un point B. Et on a ensuite toute l'organisation générale qui comprend la sécurité, les secours, en mer comme au sol, et ensuite la masse salariale de nos différents intervenants. Alors, on est sur des budgets qui varient aujourd'hui
aller entre 150 000 et 400 000 euros, suivant la ville où on va, suivant les mesures de sécurité qu'on nous impose. Laurent Cahuzac, excusez-moi, parce qu'on doit avoir un prochain invité et ne pas trop dépasser, donc je me permets effectivement de vous couper, parce qu'on a vu arriver à l'écran Éric Couder, qui est conseiller municipal à la ville de Deauville, donc vous faites partie de l'équipe qui entoure Philippe Augier, le maire de Deauville. C'était intéressant de vous avoir avec Laurent Cahuzac, parce que ce premier événement à Deauville a eu lieu l'année dernière, il va donc vraisemblablement se reproduire. Qu'est-ce qui a fait que la ville de Deauville a eu envie de proposer un show aérien aux Deauvillais, évidemment, mais à tous ceux qui sont aux alentours, en Normandie? L'idée vient d'une rencontre avec Laurent et moi. Alors, j'étais conseiller municipal, moi-même pilote amateur VFR. Je rencontre Laurent qui monte des shows aériens partout en France. Et là, tout de suite, on a eu envie de faire un grand spectacle à Deauville. Donc, on a pris le temps de l'organiser. Ça nous a pris 18 mois pour la première édition. Et on va dire que donc, notre première édition l'année dernière a été un franc succès. Et donc maintenant, nous allons repartir sur une version biannuelle tous les 2 ans, donc en 2021, la prochaine. On a Nadine, Éric Couder, Nadine qui vous écoute et qui nous dit « J'y étais, c'était superbe ». Laurent Cahuzac, vous êtes le seul sur le marché ou vous avez de la concurrence ? Alors, on a en fait, au niveau du marché, si vous voulez, il est décomposé de la façon suivante. Il y a des meetings militaires qui sont organisés par l'armée de l'air ou l'armée de terre ou l'aéronavale. Il y a ensuite des aéroclubs qui font partie en fait de la majorité du marché, qui organisent régulièrement ou tous les 2 ou 3 ans la fête annuelle de leur club et qui ont pour projet effectivement de fédérer les membres autour d'un meeting aérien. Et après, nous sommes une société, effectivement, quasiment les seuls en France là, à faire des meetings aériens itinérants. C'est-à-dire on peut produire des événements ou les coproduire ou les réaliser pour le compte de clients. Je dis au-dessus d'une plage, au-dessus d'une montagne, d'un lac, d'un aéroport ou d'un aérodrome. Et ça, effectivement, nous le faisons de façon professionnelle avec une équipe dédiée pour ça, de 5 personnes au quotidien. Et sur de gros événements, on peut monter jusqu'à 30 personnes. Question de Frédéric Bourguineau. J'imagine que ce genre d'événements sont forcément assurés par des assureurs. Est-ce que vous craignez que les cotisations augmentent en cas d'annulation, notamment pour si jamais la pandémie de coronavirus revient ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez eu affaire à votre assureur déjà? Oui, on a eu affaire par rapport aux assurances, mais davantage en annulation cause de météo que pandémie autre ou des décisions d'État. Quand c'est une décision d'État, effectivement, il n'y a aucune assurance qui couvre l'événement, malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, le risque, il est réel pour nous en cas de météo. Voilà. Éric Couder, donc, il est Éric Couder, j'étais l'année dernière là auprès de vous puisque je réalisais un reportage. Je me suis rendu compte que la relation humaine entre vous, Éric Couder, de la ville de Deauville, et puis l'organisateur, Laurent Cahuzac, était assez forte. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour ancrer dans la pérennité des événements cette relation humaine qui unit, on va dire, le donneur d'ordre, le passeur de commande, et puis celui qui réalise? Alors, effectivement, comme je l'ai dit, l'histoire est née d'une rencontre. Et c'est une belle rencontre puisque maintenant, avec Laurent, nous sommes devenus amis. Et effectivement, c'est un plaisir de travailler avec lui et son épouse Véronique. Absolument. Dernière question avant de vous laisser, mais il y a toujours la supra-question d'Anthony. Non, je voulais vous donner une idée. Puisque les A380 rentrent un peu en désuétude, vont être de moins en moins utilisés, moi j'ai une proposition à vous faire à l'organisateur. Trouver quelque part un A380 pour le show de Deauville de l'année prochaine, ça serait pas mal. Je sens que Sylvain a envie de le piloter en plus. De contacter Airbus ou d'autres compagnies aériennes qui malheureusement se séparent de cet avion de légende, déjà même s'il n'a que 10 ans d'expérience dans les compagnies aériennes, pour l'avoir à Deauville. J'ai eu la chance, moi, de l'accueillir sur d'autres événements, sur le meeting de France, et c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est un avion qui est immense et qui fait zéro bruit, quoi. Ouais, puis il est impressionnant parce qu'il est énorme et on a l'impression qu'il vole très 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 lentement. Dernière question d'Anthony. Ça vous dirait de piloter un avion comme celui-ci? J'adorerais. C'est pas si difficile. C'était pas ma dernière question, ça, mais en fait la question change un peu de l'aéronautique, Éric Couder. Mais c'est quand même la dernière. C'est quand même la dernière, mais ça concerne Deauville. On a appris tout à l'heure que le Festival du cinéma américain allait s'organiser à Deauville donc en septembre. C'est maintenu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis on reviendra dessus dans notre édition papier de demain. Et sur le site internet, je le précise pour Frédéric Bourguineau, évidemment. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, puisque rien n'est définitivement arrêté au sujet du Festival du film américain. Ce que je sais effectivement, c'est que pour l'instant, il est maintenu. La difficulté sera de faire venir, vous savez, les talents
puisque ils viennent des États-Unis. Ça va être compliqué peut-être si les vols ne sont pas permis. Donc c'est vraiment l'interrogation aujourd'hui. Alors Vanessa Paradis, présidente du jury, tout de même. Après, voilà, non. Alors après, il y a des stars françaises et des stars américaines qui viennent certaines présenter leurs films et le jury qui est français. Donc de mon point de vue, je pense que ce que nous devrions faire, c'est s'attacher à avoir des personnalités très fortes que nous puissions avoir en France pour compenser la venue des Américains. En tout cas, c'est un événement important. Et après, c'est ma dernière question. C'est un événement important qui attire combien de personnes habituellement sur les planches ? Le festival américain, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes pendant une dizaine de jours. Okay. Merci beaucoup, messieurs. Laurent Cahuzac, le seul et le dernier organisateur de shows aériens privés en France, et puis Éric Couder, grâce auquel ça s'est fait à Deauville, puisque la ville de Deauville et son maire Philippe Augier ont accepté la réalisation de cet événement l'année dernière qui va se reproduire en 2021. On y sera. Avec un A380, j'ai passé ma commande. Allez, au revoir messieurs et bravo pour ce que vous faites. L'événementiel, c'est toujours très difficile. C'est fait de 1000 détails. On dit toujours en événementiel que le diable se cache dans les détails. C'est vrai que c'est compliqué la télé parce que vous gérez des minutes, vous gérez des secondes, mais on a encore plein de questions à poser. Oui, je sais bien, mon cher Anthony. Mais moi, je suis désolé, j'ai la régie du plateau dans l'oreille et on me pousse. Pourquoi on me pousse ? Tout simplement, c'est pour aller au Havre. C'est pour aller au Havre retrouver Christophe Préteux, le patron de la rédaction locale du Havre de Paris-Normandie, et il nous rejoint avec un invité surprise. Il était en conférence de presse. On vous écoute tout nous révéler, mon cher Christophe Préteux, qui allait apparaître sur les écrans. J'en profite pour dire aux auditeurs de Radio Sensation qu'on est toujours très content d'être avec eux chaque midi. Et puis, on essaie de tout faire pour que le programme ne soit pas que visuel, justement, pour qu'il soit également auditif, de telle sorte qu'il soit compatible avec l'image et la radio. Voilà Christophe Préteux. Bonjour Christophe Préteux. Bonjour, je suis donc en direct de l'Hôtel de Ville du Havre et je suis avec Jean Blaise, qui est le directeur artistique de la manifestation Un été au Havre, donc qui a été initié en 2017 pour la célébration du 500e anniversaire de la ville. Eh ben bonjour à Jean Blaise. Donc une première question pour vous, Jean. Un été au Havre se maintient. Un été au Havre a bien lieu cet été, alors qu'énormément de grands rendez-vous culturels, de festivals et autres sont annulés. Oui. Comment avez-vous fait ? Eh bien, on a tenu, on a résisté, on s'est adapté. Moi, je crois qu'on peut dire aussi que le concept de Un été au Havre nous a favorisés, puisque ce sont des œuvres dans l'espace public. Ce sont des œuvres qui sont là en permanence aussi, pour certaines d'entre elles, pour la collection permanente. Donc, au moins, on pouvait avoir un public, c'était sûr. Mais après, il a fallu quand même les fabriquer, les construire. Or, les entreprises qui sont nos partenaires, eh bien, s'étaient arrêtées également. Il a fallu étudier la possibilité de le faire. Voilà, donc tout ça a été retardé. On est passé par des nuits dures, des nuits blanches. Et puis finalement, on a fixé une date, c'était le 11, on s'y tiendra. Et voilà. Et puis certaines œuvres ne pourront naître, d'autres ont été remplacées, on a fait venir certaines œuvres qui existaient déjà, alors que notre principe c'est de faire travailler les artistes in situ. Voilà, on a dérogé aussi à nos principes. Voilà. Oui, parce que je me permets de rappeler, Jean Blaise et Christophe Préteux, je me permets de rappeler pour toutes celles et ceux qui nous regardent que Jean Blaise, c'est quand même un nom, pardonnez, parce que c'est lui, entre autres événements, qui signe la folle journée de Nantes. Alors, c'est pas la folle journée de Nantes, c'est le voyage à Nantes. Ah, c'est voyage. Mais effectivement, j'ai sévi ailleurs qu'au Havre, et notamment aussi à Paris avec Nuit Blanche. Nuit Blanche. Anthony. Jean, vous avez choisi pour cette édition 2020 d'Un été au Havre, même si je sais que vous n'adorez pas être enfermé dans un thème, vous avez choisi celui de regarder la mer. Tout à fait. C'est une évidence au Havre. C'est une évidence au Havre, et encore faut-il que ceux qui ne connaissent pas le Havre le sachent, parce que cette ville, avec cette ville, il y a un malentendu. Elle est tellement belle, elle est tellement incroyable que je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de visiteurs au Havre. Il y en a de plus en plus. Et je pense qu'un été au Havre a aidé aussi à ce que ce tourisme se développe. Mais c'est une ville absolument incroyable, son architecture bien évidemment, mais aussi sa situation. Elle est là, prête à tomber dans la mer. Alors je vais vous faire, Jean Blaise.
Jean Blaise, Oui. je vais justement en rapport direct avec ce que vous venez de dire, et puis j'ai plaisir à l'exprimer à Christophe Préteux, lui qui exerce au Havre, à son activité professionnelle. Pour des raisons professionnelles, je suis allé assez souvent dernièrement au Havre, et en particulier pendant ces journées où il faisait très beau. Je suis pas havrais, mais je dois vous dire, effectivement, et très sincèrement, je suis progressivement gagné par cette relation qu'on a à la ville. Et c'est vrai. Incroyable. Incroyable. Mais oui, mais il faut le dire. Bon, alors les Havrais maintenant sont fiers aussi de leur ville, donc ils exportent ce sentiment. Mais il y a un malentendu. Il faut lever ce malentendu, et une manifestation culturelle et artistique peut aider à lever le malentendu. Frédéric Borghino. Alors, Juste pour réagir, Sylvain Richon, je suis vraiment d'accord avec vous, et ça participe à l'image de marque du Havre qui reprend du galon d'année en année grâce à ces investissements culturels, mais aussi en termes de communication pour redorer l'image du Havre qui en souffrait pas mal jusqu'ici. Mais est-ce qu'il y a toujours ce clivage entre Rouen et Le Havre concrètement? Par exemple, est-ce que sur Internet on sent deux clans, les Rouennais d'un côté, les Havrais de l'autre Alors, c'est pas tellement ce clivage. Il y a quelques villes en Seine-Maritime qui sont un peu les têtes de turc du débarquement. Du débarquement. C'est un petit lapsus, c'est du teasing par rapport à une émission récente, non? C'est ça. Donc quelques-unes près du Havre, on va dire, mais enfin je les citerai pas. Mais sinon, l'opposition Le Havre-Rouen, j'ai pas l'impression qu'elle soit très présente sur les réseaux sociaux. Allez, on repasse la parole à Christophe Préteux. oui, pour revenir au Havre, justement, il faut savoir qu'il y aura un certain nombre, Jean Blaise, d'installations, d'œuvres monumentales qui vont être réalisées dans le cadre de cette édition d'un été au Havre. L'une d'elles s'appelle, et c'est très poétique, Monsieur Goéland. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est un artiste allemand qui s'appelle Stefan Balkenhol, qui a déjà réalisé des œuvres sur les façades de l'architecture Perret ici au Havre, et on avait vraiment envie de lui demander de créer pour le Havre spécifiquement un personnage hybride dont il a le secret. Il crée des personnages homme-animal. Et donc pour le Havre, il a imaginé ce monsieur Goéland qui est habillé avec son caban, qui est perché à 3 mètres de haut, qui a une tête de goéland. Le goéland, c'est l'oiseau du Havre. Et je crois que ce personnage hybride va très vite être adopté par les Havrais. Il y a une dimension affective très forte entre les sculptures de Balkenhol et les populations qui sont touchées par lui. Est-ce que des moyens de protection des sculptures suite à la dégradation jusqu'au bout du monde la semaine dernière au Havre, oui. Est-ce que des nouveaux moyens de protection, de surveillance des sculptures vont être mis en place au Havre? À l'intérieur de la ville, on n'a pas de problème véritablement. La plupart sont inaccessibles. Le problème qu'on a eu avec le bout du monde, c'est qu'on avait choisi un matériau qui pouvait résister à la mer, qui pouvait résister aux galets, qui pouvait résister aux embruns. On n'avait pas imaginé que quelqu'un essaierait d'y mettre le feu avec un pneu. Bon. Et très peu de matériaux qui peuvent résister à un pneu en feu. Bon, voilà, on n'avait pas imaginé ça. Et puis le bout du monde, c'est effectivement au bout du monde, c'est-à-dire que, en plus, c'est un endroit préservé, c'est un site classé, donc on ne pouvait pas dérouler des centaines de mètres de câbles pour avoir une vidéosurveillance. Mais on est évidemment en train d'y penser. De toute façon, on va reconstruire l'œuvre. On a sollicité la participation du public, ça s'est très très bien passé. On va reconstruire l'œuvre et puis on va trouver des moyens pour la surveiller. Et il faut dire, Jean, il faut rappeler que une autre œuvre de Fabien Merel revient au Havre pour cet été au Havre 2020. Tout à fait. C'est une œuvre qui avait un très gros succès populaire. Ce personnage qui est Fabien Merel lui-même, il se représente toujours, qui porte sur son dos un éléphant énorme, et qui symbolisait les soucis qu'il avait eus, les soucis familiaux qu'il avait eus. Voilà. Jean Blaise. On va ressortir cette œuvre en hommage à Fabien Merel, pour montrer à ceux qui ont vandalisé l'autre œuvre qu'on ressort une nouvelle œuvre. Jean Blaise, pour finir, qu'est-ce que vous retenez du Havre? Quelle est l'image la plus forte qui vous vient en tête si on vous dit le Havre? Qu'est-ce qui vous plaît le plus au Havre? Allez, vous faites une sélection, c'est difficile, mais vous prenez un flash. Ce qui me plaît le plus au Havre,
évidemment, c'est la mer, et c'est la mer à travers la Porte Océane. C'est absolument magnifique. Quand vous êtes sur cette avenue et que tout d'un coup, au bout de cette avenue, eh bien, il y a aujourd'hui une sculpture de Lange-Baumann, très très belle, mais qu'il y a cette mer et que dans cette fenêtre de la Porte Océane viennent s'inscrire parfois des porte-containers hallucinants. On n'imagine pas qu'ils puissent flotter tellement ils sont énormes, gros, lourds. Bon, ça c'est absolument magnifique. Et puis les baigneurs, et puis voilà. Eh bien écoutez, moi, avec tout ça, avec cette déclaration d'amour au Havre que vous faites, je ferais bien une proposition à Christophe Préteux. Soyons fous, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'incertitudes qui pèsent sur Paris-Normandie en ce moment. L'avenir est un peu flou, mais soyons justement de flou à fou. Il n'y a qu'une lettre. Soyons fous, donc Christophe Préteux. Et puis, pourquoi ne ferions-nous pas une spéciale Lignes ouvertes au Havre avec tout un tas de sujets que vous nous trouveriez? Avec grand plaisir. Voilà, Christophe, il vous donne des devoirs là, c'est pas très sympa. Christophe Préteux, tournez un petit peu l'écran qu'on vous voit, parce que là vous êtes caché. On voit votre sourire. Alors là, vous allez me retrouver. Voilà. Redites-moi. Écoutez, on vous prend au mot, messieurs. On s'organise ça. On vous attend avec Jean Blaise et avec quelques autres. Très bien. Merci à tous en tout cas. Parfait. Merci. Au revoir. Merci à vous. On va retrouver maintenant Perico Légas. On va passer à la gastronomie, aux filières d'approvisionnement, aux produits locaux. C'est l'heure, on est en direct, il est bientôt 12h45. Ne ratez pas Perico Légas, c'est toujours un moment fort le mercredi, chaque semaine, en même temps qu'on accueille sur le plateau Julien de Radio Horizon. Il a terminé son émission de radio. Salut Julien. Ça y est, les auditeurs ont trouvé la question pour Perico? Alors, ils n'ont pas posé de question ce matin. On a une chronique recette chaque matin, donc ils sont assez attentifs à cette chronique. Ils n'ont pas posé de questions, mais on va en trouver sans problème. C'était quoi la recette de ce matin La recette de ce matin, c'était une pizza blanche. Jour des enfants, jour des enfants. C'est quoi, ça, une pizza blanche? Alors c'est une pizza sans tomate, sans sauce tomate. Quelle horreur. Voilà. Donc c'est pas une pizza en fait. Du coup c'est pas une vraie pizza. Non, il y a quand même la mozzarella, il y a quand même les cœurs d'artichaut, tant qu'à faire, un petit peu de crème. Très bon, très bon. Mais oui, mais j'aime beaucoup, mais sur une pizza, après on peut tout mettre sur une pizza finalement. Exactement. Juste avant d'établir la connexion avec Perico Légas, toujours le petit focus sur Paris-Normandie. Je parlais d'incertitudes, vous le savez bien, qui pèsent sur Paris-Normandie, mais qui pèsent aussi sur la presse en général. Ça n'est un secret pour personne. Les recettes publicitaires sont tombées pratiquement à zéro. Et donc c'est très difficile pour la presse, qu'elle soit quotidienne, qu'elle soit régionale, qu'elle soit nationale, qu'elle soit magazine. Donc effectivement, avoir un journal de presse quotidienne régionale, c'est très important. Donc voilà, vous pouvez nous aider en achetant le journal tous les jours et puis en vous abonnant. Vous allez sur le site Paris-Normandie, en haut à gauche, si ma mémoire est bonne, il y a un petit rectangle jaune. Vous cliquez et on vous propose les formules d'abonnement. Important la presse régionale pour la démocratie territoriale régionale. Vous prêchez un convaincu, évidemment. Je vais vous dire que c'est important, Sylvain, mais on est dans une situation qu'effectivement beaucoup de canards connaissent aujourd'hui. Alors on a l'avantage, c'est de bien, quand on est un quotidien régional, c'est d'être vraiment au contact et au plus près des situations qu'on peut rencontrer sur les territoires. On connaît notre territoire. On a l'avantage aussi d'avoir une force de frappe avec le web qui est présent, avec la vidéo dont vous faites partie, Sylvain. Donc voilà, oui, effectivement, la presse quotidienne régionale, elle a encore du sens dans notre Frédéric, vous qui collaborez chaque jour au sens plein du terme à l'information de Paris-Normandie, mais vous qui traitez du web, comment vous regardez, comment vous vivez cette relation entre le web, c'est-à-dire le virtuel, l'immatériel, et le journal papier qui continue à sortir et qui satisfait énormément de personnes? Ce qu'on essaye depuis il faut le dire, l'arrivée d'Amandine Briand, rédactrice en chef adjointe au web, il y a une véritable stratégie à la fois de contenu exclusif pour le web, mais aussi une sélection des meilleurs articles, entre guillemets, du papier qui sont remis sur le web, adaptés, enrichis, et c'est là la beauté du web, c'est-à-dire qu'on peut mettre des liens, on met des cartes interactives, on met des vidéos, on met des extraits de tweets, on peut mettre du son, ça, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement qui donne une qualité de lecture et au niveau rédactionnel, au niveau de l'information que le lecteur peut recevoir, forcément quand on sort, c'est beaucoup plus riche, d'où le terme d'enrichissement. Mais les deux, print et web, print, on veut dire papier. Print, c'est papier, c'est-à-dire ce sont les mêmes personnes qui écrivent à la fois pour
pour le web et pour le papier, c'est la même chose. Et on est un peu dans les coulisses à certains moments de cette émission aujourd'hui, pour que celles et ceux comprennent ces métiers qui sont les vôtres, qui sont les nôtres. On ne traite pas de la même façon une information par du rédactionnel papier et la même information par du rédactionnel web. Expliquez-nous. Alors, le travail de vérification, le travail de diversification des sources reste le même. Après, il y a effectivement des mises en forme qui diffèrent, des contraintes qui existent pour le print qui n'existent pas pour le web, des contraintes qui existent pour le web qui n'existent pas pour le print. Mais sinon, le travail journalistique en lui-même est le même. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, sur le web, on peut mélanger texte et vidéo. Dans une vidéo, 1 minute de vidéo, si on voudrait la décrire avec des mots, il en faudrait 1 800 000. Ah bon ? Pour décrire l'intonation, la couleur exacte des cheveux, une attitude, un décor, le nombre d'arbres exactement derrière la personne qu'on interviewe, etc. En quantité d'informations, c'est 1 800 000 mots pour 1 minute de vidéo. Donc c'est en ça que le web est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut dire d'autres choses. On peut avoir des graphiques animés qui permettent de visualiser des datas gigantesques, des fichiers longs comme le bras de chiffres qu'on peut mettre en forme et visualiser via un graphique, par exemple. C'est ce qu'on propose aussi chez Paris Normandie. Alors, on a un petit souci avec Perico Légas, autant le dire, autant vous l'avouer. On n'arrive pas à établir la connexion avec notre très cher Perico. Donc la régie va continuer à travailler le sujet. Mais nous allons avoir une invitée qui est intéressante. Pourquoi ? Parce que, alors elle s'appelle Lise Fournier. Pourquoi ? Parce que là encore, on est dans l'événementiel. Il y a beaucoup de sujets événementiels. C'est un peu le thème de cette émission du jour. On va parler d'une course au profit d'une cause humanitaire. Elle s'appelle la course Amazon. Et Lise Fournier, elle est la présidente de l'association LM&Co. On est encore au Havre, hein, toujours au Havre, vous voyez. En bord de mer aujourd'hui. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, expliquez-nous ce qu'est cette course qui s'est déjà déroulée. On a des images qui va d'ailleurs montrer à tous nos amis de quoi il s'agit. Bien sûr, qui devait se dérouler, qui est reporté. On vous écoute, Lise. Alors, l'Amazon, c'est une course-marche féminine qui a lieu depuis 11 ans tous les premiers dimanches de juin chaque année au Havre, avec une course de 6 km qui rassemble en moyenne 11 à 12 000 personnes, principalement des femmes, mais quelques hommes se glissent également dans la foule. Et c'est une matinée extrêmement positive, joyeuse, pleine d'énergie, destinée effectivement à soutenir la lutte contre le cancer du sein et à en faire la promotion de la prévention et du fait de prendre soin de son corps en général. Alors donc, je disais tout à l'heure qu'elle n'a pas pu avoir lieu. Rappelez-nous la date à laquelle elle était prévue et qui a fait l'objet d'une annulation. Oui, alors donc c'était prévu dimanche dernier, le 7 juin. C'était un dimanche un peu spécial, forcément. Longtemps, on est resté en suspens parce qu'on a vite fait le choix de se dire qu'on n'annulait pas pour l'instant, qu'on gardait l'espoir de pouvoir la faire. Parce que c'est effectivement très important pour les associations que nous soutenons et puis pour la dynamique de la ville également. Donc on est parti depuis très longtemps déjà sur cette date potentielle du 20 septembre et la crise sanitaire évoluant plutôt pas trop mal sur les dernières semaines, on a décidé d'acter cette date du 20 septembre et puis de travailler à la préparation de cet événement pour le 20 septembre en espérant que d'ici là, tout aille bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe quand on veut participer à cette course ? Alors en fait, on avait déjà pas mal d'inscrites pour le 7 juin. Les filles ont même continué de s'inscrire quand on avait annoncé le report et l'attente de la date. C'était combien de personnes étaient inscrites ? On est à peu près à 1000 inscrites déjà sur le... Forcément, les inscriptions se sont totalement freinées. Et il faut savoir que depuis 2 ans, les inscriptions se font vraiment de plus en plus au dernier moment. Je crois que c'est une tendance de consommation générale. On est d'accord, on peut cliquer et avoir une livraison le lendemain. Donc, nos inscrites sont assez tardives en général sur l'Amazon. Et l'année dernière, c'était 11 000. C'était 11 000. 11 000. Voilà. Donc, toutes celles qui sont déjà inscrites, on les reporte automatiquement sur la date du 20 septembre. Et puis pour toutes celles qui ne l'étaient pas encore, et elles sont nombreuses, elles sont invitées à s'inscrire quand elles le souhaitent sur notre site qui n'a jamais fermé en fait ses inscriptions. Et donc ça rapporte combien aux associations que vous soutenez ?
En moyenne, sur les 3 dernières années, on fait des chèques d'environ 70 000 € au total c'est pas neutre, pour 8 associations. C'est vraiment pour certaines d'entre elles la principale ressource qui leur permet de vivre tout au long de l'année, de proposer notamment des cours de sport ou tous les soins supports pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes récemment d'un cancer du sein. Donc c'est essentiel pour nous de maintenir un événement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si l'événement il sera limité à 5 000, à 7 000, à 10 000, s'il y aura des contraintes particulières. Je pense que pour ça, il faut attendre encore quelques semaines, 5-6 semaines, pour savoir plus précisément dans quel cadre nous pourrons faire se tenir l'Amazone, et espérons que ce sera le plus simple possible. Mais vous voyez, Élise, et puis à nous tous là qui sommes sur ce plateau, on ne peut que très fortement regretter l'impact négatif de cette crise sanitaire sur toutes les opérations, les mécaniques à collecte de dons. Vous voyez, hier, par exemple, le président de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime, Yvon Graïc, nous disait là, il y a urgence à réappeler aux dons parce que les dons ont chuté. Voilà, c'est la même chose pour les événements que vous organisez de cette nature. Ben oui, chaque année, nous, on contribue à hauteur d'au moins 30 000 € pour la Ligue via l'Amazone. Et c'est certain que les événements tels que l'Amazone permettent vraiment de faire des très belles collectes sans que finalement, c'est pas que sans que les gens s'en rendent compte, ils le savent, mais ils ont quelque chose en plus de simplement faire du don. Ils ont cette énergie aussi qui est concentrée sur la matinée de l'Amazone, est un véritable élan d'espoir pour toutes les femmes qui sont concernées, un booster, et effectivement, en plus de ça, un véritable moyen de soutenir les associations, et c'est vraiment véridique. Est-ce qu'il faut être une grande sportive pour se lancer à l'assaut de la course Amazone ? Pas du tout. C'est vraiment une course marche. On a en général en moyenne 1/3 de coureuses et 2/3 de marcheuses. Des enfants font également l'Amazone. C'est complètement accessible. Chacun va à son rythme. La marche est souvent fermée même par des personnes qui sont accompagnées de leurs chiens. Voilà, c'est vraiment très hétéroclite. Et c'est adressé à tout le monde. En famille, ça fonctionne très bien. Entre collègues, ça fonctionne super bien aussi. Et puis pour les coureuses, il n'y a pas de problème. Elles peuvent courir dans de très bonnes conditions aussi. Ça donne souvent envie à certaines marcheuses de passer à la course. Pour vous aussi d'ailleurs, Anthony, vous qui faites de la course à pied. Oui, mais on va y aller bientôt, Julien. On va y aller bientôt. Je vois le message, j'ai bien compris. Il n'y a pas de souci. Il faut juste laisser la ligne d'arrivée aux femmes, c'est tout ce qu'on vous demande. Il n'y aura pas de mal, ne vous inquiétez pas. Pour les premières. Lise Fournier, je peux poser une question. Non, là vous aurez la dernière. D'accord. Allez-y, Sylvain. Non, Anthony. Non, j'insiste, permettez-moi. Oui, Lise. De très nombreuses opérations événementielles ont lieu, il s'en crée de plus en plus avec vocation caritative, récolte de dons pour le médical notamment, mais pas seulement. Est-ce que vous pensez que, chemin faisant, tous ces événements se font un peu concurrence ? Est-ce que finalement, il y a une part de nuisance ou pas ? Je ne sais pas, dites-nous. En fait, je pense que c'est un peu comme tout dans la vie. Il y a des concepts les concepts de course femmes, ils ont une quinzaine d'années. Bah oui. On est monté à 15 000 participantes en 2016, qui était de toute façon un seuil maxi par rapport au parcours, à la sécurité. Et puis, ça se tasse un petit peu, que ce soit au Havre et partout en France. Nous, notre vitesse de croisière, elle est à 11 000. Donc oui, forcément, les concepts, au bout de 10-15 ans, ils finissent par s'épuiser et il y a une aspiration pour les nouveaux concepts qui arrivent. Je pense que c'est normal, mais pas de là à se dire qu'on se fait concurrence. Je pense que de toute façon, c'est la nature des choses que de se renouveler et c'est un besoin humain et aussi dans les entreprises de faire évoluer au fur et à mesure les choses. Donc nous, on essaie de dynamiser chacune des éditions en les thématisant. Par exemple, cette année, l'édition devait être tropicale et elle le sera. Chaque année, on apporte un petit peu de nouveauté, on essaye. Maintenant, je crois que l'Amazone reste un rendez-vous aussi qui, par ses valeurs et par sa puissance, a encore de belles années devant elle parce que
Question Parce de, que si vous c'est permettez, des valeurs Élise. sûres. Question de Frédéric Bourguignon. Oui, vous le disiez, imaginons que cet événement soit réduit à 5000 participants par la loi. Est-ce qu'on pourrait prévoir une course numérique, des gens qui se filmeraient dans leur jardin en direct et ça serait diffusé sur un écran géant au Havre, par exemple? Je pense que ça aurait beaucoup moins d'impact parce que justement l'Amazone elle a cette force du rassemblement. Justement dimanche on a fait un petit challenge sur les réseaux sociaux pour avoir une action symbolique à la date initiale et habituelle de l'Amazone. On a eu un bel engagement de nos bénévoles, de nos participantes, mais à hauteur de 200 personnes qui ont participé, donc sur 11 000, ça reste faible, même si pour ceux qui l'ont fait, on les remercie vraiment beaucoup, et c'était avant tout quelque part l'idée d'avoir une action symbolique, mais en tout cas je pense que ça ne pourrait pas du tout avoir la même force. Bon, on a bien compris que l'objectif n'était pas de battre des records, mais quand même c'est quoi le record sur la course? On est allé jusqu'à 15 000 participantes en 2016. Je parle en termes de temps, en termes de chrono. En termes de chrono, donc sur 6 km de l'ordre de 22 minutes. Ah bah c'est sûr, Julien, on laisse la place. Ouais. Vous inquiétez on n'aura pas, pas le choix. On laissera largement une femme gagner. Vous inquiétez Non, mais pas. je sais pas, moi je ne cours pas, alors donc je peux poser naïvement la question, c'est quoi? C'est bien, c'est très bien, d'après ce que je comprends. C'est un très bon score. Kilomètres, c'est correct, oui. Ouais, c'est plus que correct. Hein. Rappelons que les meilleurs marathoniens courent les 40 km en 2 heures à peu près. Hein. Ouais. C'est à peu près. Donc on peut faire un ratio là pour voir ce que ça donne. Ah oui, En calcul mental. On peut pas vraiment comparer, mais c'est ça. Voilà, on peut pas comparer l'effort, mais ouais, non, 22 minutes, c'est pas l'esprit de l'Amazone. Hein. Non, bien sûr. Non, on a forcément des premières, des coureuses mais elles viennent vraiment pas. C'est même arrivé qu'elles passent les 2 ou 3 premières la ligne en même temps pour pas qu'il y en ait vraiment une première. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Lise Fournier, c'est très sympa. Vous voyez, on a eu envie de passer un peu de temps avec vous pour bien comprendre ce qu'était cette course et puis aussi laisser le champ libre à toutes les idées, à toutes les envies pour que tout le monde aille participer. Merci à vous, au revoir. Merci. Et puis on dit au revoir aussi à tous nos amis auditeurs de Radio Sensation. On a été heureux de passer cette heure avec eux et on leur donne rendez-vous demain, même plateau, même heure. On termine tranquillement. Alors, je ne vais pas dire entre nous, parce qu'on est tellement heureux d'avoir les auditeurs avec nous. Julien, je pense à ça. Vous êtes, vous, Radio Horizon, une radio associative. Oui. L'impact n'a pas été trop négatif pour une radio associative qui ne vit pas fondamentalement uniquement des recettes commerciales? Alors c'est quand même une bonne ressource, hein, ouais. les ressources commerciales pour une radio associative, malgré tout, parce que la publicité d'annonceurs sur une antenne, que ce soit associatif ou commercial, ça a un coût et ça permet à la radio... Vous ne pourriez pas vivre sans recettes publicitaires on sur ne pourrait Radio pas, Horizon. Non, il y a des subventions, il existe des subventions, il existe ce genre de recettes. On fait également des ateliers radio pour apprendre aux enfants à faire de la radio, par exemple, ce qui permet aussi d'avoir quelques ressources. Mais la perte des annonceurs a eu un impact, comme pour le quotidien Paris-Normandie, a eu un impact sur la radio Horizon et sur beaucoup de radios nationales et locales. Mais pour vous, ça ne met pas en cause la pérennité du support? Pour le moment, on va dire qu'on survit. Vous survivez. Paris-Normandie survit aussi en ce moment. Ouais. On peut dire ça, Anthony? Oui, après, on est entre nous. Voilà, on n'est pas entre nous, ils sont nombreux à nous regarder. Mais voilà, on n'est pas là non plus pour parler de ça. Oui, mais écoutez, on est là pour apporter un peu de soleil aux gens aussi. Mais je pense qu'on l'apporte, mais bon, on n'ignore pas non plus, parce que c'est vrai, vous le constatez bien, on parle très peu de la situation de Paris-Normandie ici, et effectivement, Anthony a raison, il y a tellement d'autres choses à dire que de se regarder le nombril. Pour autant, c'est quand même important. Oui, et puis d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, on n'a jamais eu autant d'abonnés numériques. C'est vrai. Ouais, et donc merci à vous de voilà, nous soutenir. Frédéric, vous pouvez leur dire merci, c'est en regardant la caméra. Là. Eh bien, merci de nous soutenir en vous abonnant à Paris-Normandie. Peu importe l'issue de cette liquidation, votre abonnement continuera quand même, donc profitez-en. Je crois qu'il y a des promos en ce moment, il me semble. Il y a des promos, très bien. Profitons-en pour avoir toute l'information dont on rappelle que la relation entre nos concitoyens et les médias régionaux est souvent forte et affective parce que il y a, je pense, une plus forte crédibilité de la qualité de l'information. On peut dire ça, Anthony ? Il y a... vous me prenez un peu au dépourvu, mais j'ai peut-être le tort de penser qu'on a une certaine expertise du territoire. On peut le dire. Donc voilà. Donc effectivement, on a une légitimité, on connaît notre terrain, on connaît notre lieu de vie, on connaît les interlocuteurs. Donc oui, on a la possibilité d'avoir les infos.
et puis de les traiter de manière journalistique, c'est-à-dire des informations vérifiées, recoupées et mises en perspective. Voilà. Très bien. Merci messieurs pour ces éclairages. Oui, aujourd'hui, on rentrait un petit peu dans les coulisses du métier. Effectivement, c'est des choses qui intéressent. On l'a vu par les questions qui ont été posées depuis plusieurs semaines par nos spectateurs et nos auditeurs. Merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Nous nous retrouvons demain. Nous serons jeudi. Encore un plateau et des invités que l'on essaie de concevoir pour vous le plus complet possible et puis aussi le plus diversifié possible. C'est le genre, vous le savez bien, on passe d'un sujet à l'autre et quelquefois de manière très différente. Merci Julien de Radio Horizon. Merci Frédéric Borghino de Paris-Normandie. Merci Anthony Quindroy. Merci. Et un grand merci à vous toutes et tous qu'on retrouve chaque jour avec plaisir. À demain, même plateau, même concept d'émission, même heure. Bon après-midi.